Aujourd'hui, nous avons une bonne opportunité pour parler sur les sujets diversifiés comme l'agriculture, le tourisme, le textile particulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour l'augmentation de coopération entre la Turquie et le Bénin. Et Monsieur le Président a fait des suggestions qui sont très utiles. Nous allons transmettre ces idées, ces avis à Ankara et nous allons rester en contact avec ce bureau pour suivre la coopération parce qu'il y a beaucoup des idées utiles sur les secteurs clés. Aujourd'hui, nous allons faire l'utilisation de ces idées pour l'augmentation de coopération entre les deux pays. Et nous allons organiser une visite des hommes d'affaires turcs au Bénin, qu'ils voient des opportunités ici au Bénin. Il n'est plus un secret pour personne qu'à l'approche des élections dans notre pays, les données changent et de nouvelles stratégies sont mises en œuvre. J'aurais souhaité bien avant un amical des anciens présidents de la République, des anciens présidents des institutions de la République. Mais vous savez, ces temps-ci, il y a trop de rumeurs dans le pays. Il y a trop de mécontentement. Donc, les anciens présidents d'institutions dont vous parlez sont pour la plupart de l'opposition. Donc, je vois que c'est des rencontres stratégiques pour affronter les élections de 2026. Il n'y a pas autre chose à dire. Ils sont dans le développement d'autres stratégies pour peut-être avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale et pourquoi pas même la présidente de la République. Mais vous savez, avant tout et après tout, c'est le peuple qui va jouer son jeu. Les électeurs vont jouer leur jeu. On ne peut interdire de ces rencontres répétitives aux anciens présidents des institutions de la République. Nous disons, si ces rencontres sont de cœur pour la prospérité de notre pays, ça devait être convivial entre l'actuel président de la République et ses anciens présidents. Voilà, c'est pas, je vois que ces rencontres ne sont pas de cœur pour le développement de la nation béninoise. Est-ce que c'est des rencontres pour des règlements de comptes? Nous pouvons imaginer beaucoup de choses parce que il y a la question cruciale de libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, où le gouvernement, où le chef de l'État n'est pas trop d'avis. Je vois que c'est ça là qui pousse surtout ces anciens présidents à se rencontrer pour développer des stratégies jusque-là à leur secret. En tout cas, dans peu de temps, nous saurons ce qu'ils veulent faire exactement, les retombées de ces rencontres, le peuple saura bientôt. J'aurais souhaité des rencontres conviviales entre ces anciens présidents et même l'actuel président de la République, les anciens présidents des institutions dans la globalité, parce que c'est un peu politique ce qu'ils font, alors qu'ils doivent être des conseillers de la République. Si quelque chose ne va pas, ils peuvent se réunir et après leur réunion, aller vers le président de la République pour dire voilà ce que nous avons constaté et ce que nous vous proposons. Je pense que dans cette stratégie, le président ne va pas quand même recevoir ces anciens présidents qui
qui ont bien sûr fait leur expérience au Bénin, mais on veut toujours le développement de la nation. Et le développement de la nation a besoin de ces rencontres périodiques, mais que ce soit surtout des rencontres de cœur, d'amour pour le développement de la nation. Il faut dire d'abord que le Béninois est un consommateur de produits étrangers. Et on aime beaucoup ce qui vient de l'extérieur, alors que, au fond, nous avons les capacités nécessaires et professionnelles de faire mieux que l'étranger. Et il faut au niveau de la presse, mais Jeune Afrique, mais c'est un Béninois. Le doyen Patiné, il est Béninois. D'autres vont dire Togolais, mais il vaut mieux dire, il est Béninois. Écho d'Afrique avec Pouessan Diagoué. Non, on avait connu à notre début ces magazines-là, mais c'est dans ça qu'on écoutait les présidents africains, et même non, les présidents occidentaux. Donc, c'est dirigé par des Béninois. Mais puisqu'ils ne sont pas sur le territoire, ils n'opèrent pas sur le territoire national, on y croit mieux. On est sûr que c'est là où il y a des informations crédibles. Alors, il faut d'abord souligner déjà que nous avons été bercés depuis des années par le fait que l'information qui est distillée par les radios ou les télévisions d'ici n'ont pas autant de crédibilité que ces médias que souvent nous appelons les médias qui nous viennent de l'étranger. Ceci déjà par les politiques qui souvent ont pris l'habitude d'apporter les nouvelles ou les informations de priorité ou d'exclusivité à se tourner vers ces médias-là. Ça fait que souvent, on délaisse les radios, les télévisions qui sont chez nous au profit de ces médias. Je ne donnerai pas d'exemple, mais vous pouvez tourner votre regard pour voir que la plupart, je donne un exemple pour ne rien dire, des sorties du chef de l'État en ce qui concerne des informations de grande priorité sont souvent données soit par la chaîne de télévision France 24, soit par RFI, soit par Jeune Afrique tout récemment. Alors quand cela est fait de cette façon, cela empêche ou amène des fois le citoyen à croire un instant que l'information qui vient d'ailleurs a plus de crédit que ce qui est dit. Ça fait que les presses au plan local ou de façon nationale ne sont que des relayeurs de ces informations qui sont diffusées par la chaîne internationale. Il faut d'abord regarder dans le miroir nous-mêmes. Comment nous organisons notre espace médiatique, le fonctionnement de nos médias pour qu'on croie en nous. La manière dont nous fonctionnons à l'interne ne permet pas de nous prendre au sérieux à des niveaux donnés. Il faut se l'avouer. Mais c'est pourquoi vous avez constaté aujourd'hui que la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication a certains des nôtres qui ont fait ou qui faisaient du bon travail en tant que consultants et autres se sont retrouvés pour un peu dans le système. Vous avez vu que la main est devenue un peu plus dure. On ne peut pas s'en prendre à la haque aujourd'hui parce qu'il faut assainir. Il faut corriger. Si on veut être crédible, c'est qu'il faut qu'on soit professionnel. Je pense que ce serait un peu insulter le professionnel béninois que de parler d'amateurisme ou que de dire qu'il n'y a pas de professionnel. L'exemple typique que ces médias dont on parle, qui sont à l'international, ne font pas fonctionner leurs organes avec des étrangers. Ils travaillent avec des Béninois. Je donne l'exemple typique de RFI qui travaille avec Jean-Luc Aplogan, qui est un Béninois et qui leur relaie l'information. Et bien d'autres organes qui travaillent avec des Béninois ici, BBC, Dutch Wheeler et bien d'autres. Ce qui veut dire que quelque part, ce sont des professionnels béninois qui servent à des moments donnés de relais pour ces chaînes à l'international. C'est juste, comme je l'ai dit, cela n'a pas réellement une connotation professionnelle, mais c'est juste que
à un moment donné, l'information qui doit être l'information prioritaire vient plus souvent de ces chaînes. Et c'est parce que l'autorité se dit, quand ça vient d'en haut, ça a plus de valeur. Donc, on préfère se tourner vers ces médias-là plutôt que de faire la part belle à nos organes au plan national. Cinq anciens chefs d'État vont désormais jouer le rôle de facilitateurs pour le processus de paix en République démocratique du Congo. La décision a été prise lundi par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et ceux de la communauté d'Afrique australe lors d'un sommet virtuel dirigé par le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et le Kenyan William Ruto. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta et l'ancien chef de l'État nigérian Olusegun Obasanjo restent en place. 3 nouveaux complètent la liste, l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, le Sud-Africain Kgalema Motlanthe et la Centrafricaine Catherine Samba-Panza. Ce changement vise, selon les autorités de la SADC et de l'Afrique de l'Est, à améliorer l'inclusion de sexe, des régions et de langues. Ces anciens présidents doivent donc donner un coup d'accélérateur au processus de paix en RDC, alors que l'Est de ce pays est toujours en proie aux affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise. Au Burundi, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies demande une aide supplémentaire alors que le besoin devient plus important. L'arrivée de nombreuses familles ayant fui les violences dans l'est de la RDC a conduit à une augmentation du nombre de réfugiés et mis à rude épreuve les programmes d'assistance alimentaire. Depuis janvier 2025, près de 70 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui les combats en RDC pour se réfugier au Burundi. Ce que nous voyons maintenant dans ce stade, c'est essentiellement des personnes qui ont fui la crise dans l'est de la RDC et qui arrivent au Burundi. Cela conduit à une augmentation du nombre de réfugiés dans le pays. Nous avons été en mesure de fournir des repas chauds à ces réfugiés dès leur arrivée et pour ce faire, nous avons dû réduire l'assistance aux anciens réfugiés. Cette crise a exercé une pression énorme sur la filière alimentaire qui est à bout de souffle. Nous appelons les communautés de donateurs à se manifester et à fournir des fonds pour que le PAM puisse assurer l'aide alimentaire d'urgence à ce nouveau groupe ainsi qu'aux anciens réfugiés qui se trouvent dans le pays depuis des décennies. Sur les 70 000 personnes arrivées au Burundi en provenance de la RDC ces dernières semaines, 60 000 ont été enregistrées pour recevoir une aide alimentaire. Cela porte à 120 000 le nombre de réfugiés pris en charge par le PAM au Burundi. Au moins 54 morts, tel est le bilan d'une frappe aérienne perpétrée lundi par l'armée soudanaise sur un marché à Toura dans l'état du Darfour Nord, chiffre communiqué par des groupes d'aide aux déplacés de Darfour. Alors qu'au moins 23 personnes ont été blessées et 7 autres portées disparues. The Emergency Lawyers, une coalition de défenseurs de droits, affirme que la frappe avait touché une zone densément peuplée, ce que conteste l'armée soudanaise qui dit ne pas viser les populations civiles. Les défenseurs de droits demande l'ouverture d'une enquête. Un centre équestre en Algérie pour entretenir le rêve des tout-petits pour une carrière de cavalier. Il a été fondé en 2022 par Abdelmalek Sali. En tant que président du club, mon amour et ma fierté pour l'Algérie, j'organise chaque année une compétition et un concours modèle pour le cheval pur sang arabe de Barbarie afin de préserver cette race. Car chaque fois que l'on préserve cette race, c'est la réputation du pays que l'on préserve. Le club a formé plus de 50 cavaliers depuis son ouverture dans la ville d'Ain Mlila, à 470 km à l'est de la capitale Alger.
En tant que cavalière, mes ambitions sont de représenter mon pays dans des compétitions internationales comme les Jeux olympiques et aussi de représenter mon club dans des compétitions nationales. Abdelmalek Sali a organisé un défi au club pour les cavaliers de tout le pays pendant le mois de Ramadan. Nicolas Sarkozy est depuis ce mardi face au réquisitoire des procureurs du parquet national financier dans le cadre du procès sur les soupçons du financement libyen de sa campagne électorale en 2007. L'accusation va présenter ses preuves pendant 2 jours et demi avant ses réclamations jeudi. L'ancien président français est poursuivi depuis le 6 janvier pour corruption et recel de détournement de fonds publics, entre autres. Mardi, les procureurs ont accusé Nicolas Sarkozy d'avoir signé avec Mouammar Kadhafi un pacte de corruption fin 2025 pour le financement de sa campagne électorale. C'était lors d'un voyage en Libye. Des accusations que l'intéressé rejette. Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien guide libyen, affirme avoir subi des pressions de la part des intermédiaires de Sarkozy pour modifier son témoignage sur le sujet. L'ex-président français risque jusqu'à 10 ans de prison, 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité à la fonction publique. C'était sans nul doute la fin d'une journée très épuisante. Les négociateurs américains et russes se séparaient lundi après avoir échangé pendant plus de 12 heures sur les modalités d'une éventuelle trêve en Ukraine. Mais cette rencontre tenue à Riyad en Arabie Saoudite n'a pas donné lieu à l'annonce d'un cessez-le-feu dans les combats entre l'Ukraine et la Russie. Les négociations achoppent sur les cibles qui ne seront pas attaquées pendant la trêve. Mardi, un responsable du Kremlin a fait savoir que d'autres échanges entre Américains et Russes sur le sujet pourraient avoir lieu. Le temps pour les négociateurs de soumettre leurs résultats aux capitales, Washington et Moscou. Sila Abou Aklan a 5 ans. Elle a survécu à la guerre à Gaza, mais le conflit lui a laissé une marque indélébile. Il y a 15 mois que la jambe de la fillette a été amputée après avoir été gravement brûlée lors d'une frappe aérienne d'Israël. La vie d'Aklan a changé à jamais. Son existence n'est pas celle d'une jeune fille de son âge. Elle se considère comme une amputée, assise dans une chaise roulante. Celles de son âge jouent, courent, sortent, montent les escaliers et se rendent dans les lieux publics. Des milliers d'enfants dans l'enclave palestinienne ont subi le même sort du fait du conflit entre Israël et le Hamas. Yamen, lui, a trouvé une prothèse. Je suis heureux pour lui, car il va retrouver une vie normale, de marcher et de se déplacer sans appareil ou d'aide extérieure, de retrouver une vie normale comme avant. Les agences humanitaires ont profité du cessez-le-feu débuté à la mi-janvier pour offrir davantage de prothèses et d'autres dispositifs. Chaque appareil est adapté aux besoins, à l'âge et au poids de chacun. À ce jour, plusieurs centaines de personnes ont bénéficié de ces dispositifs. L'espoir de ces enfants s'amenuise à nouveau suite aux nouvelles frappes d'Israël sur Gaza la semaine dernière, avec son lot d'amputés. Une nouvelle défaite pour les procureurs fédéraux suisses qui avaient interjeté appel contre Michel Platini et Sepp Blatter. L'ancien président de la FIFA et l'ex-dirigeant de l'UEFA ont été acquittés mardi. Ils étaient accusés de fraude, falsification et détournement de fonds de la FIFA en 2011. C'est un grand soulagement pour moi parce que ça dure depuis 10 ans. C'est comme une épée de Damoclès sur ma tête. Toujours des refus, oui, mais
et vous n'êtes pas très net, et y a pas, vous êtes toujours accusé de quelque chose. Et puis maintenant, c'est la fin. Et je peux respirer, je suis très content pour ça, aussi pour ma famille, mes amis, et finalement pour le travail que j'ai fait à la FIFA, et que tous les footballeurs qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir. Je suis soulagé. Je suis soulagé. J'ai dit que la persécution de la FIFA et de quelques procureurs suisses, quelques procureurs fédéraux, depuis 10 ans, maintenant est totalement terminée. Et donc je suis soulagé, j'ai retrouvé mon honneur et je peux être plus tranquille maintenant. Maintenant je vais fêter ça. Fêter pour oublier sans nul doute une affaire qui a entravé son élection à la tête de la FIFA. Mais le ministère public peut encore déposer un recours auprès de la Cour suprême suisse.